Il est 15h27, vous êtes bien devant LCI Direct. Y a-t-il une dérive du pouvoir de l'homme le plus puissant au monde ? Les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton en sont convaincus, indignés par le spectacle de recrues masquées de la police anti-immigration de Donald Trump. Ils appellent les Américains au sursaut, à se lever et à s'exprimer au-delà du gouverneur de Minnesota, qui est évidemment scandalisé, révolté par ces deux meurtres en moins de quelques jours. Ma question est la suivante. Quel est votre plan, Donald Trump ? Quel est votre plan ? Que devons-nous faire pour que ces agents fédéraux quittent notre État ? Vous pensiez que la peur, la violence et le chaos étaient ce que vous vouliez nous imposer ? Mais vous avez clairement sous-estimé les habitants de cet État et de cette nation. Nous sommes fatigués, mais nous sommes déterminés. Nous sommes pacifiques, mais nous n'oublierons jamais. Nous sommes en colère, mais nous ne perdons pas espoir. Et par-dessus tout, nous sommes clairement unis. Tim Walz, gouverneur démocrate du Minnesota, on se rappelle que pendant la campagne, il était le colistier de Kamala Harris. Partons retrouver Justine Jankowski, notre correspondante aux États-Unis pour TF1 LCI. Justine, c'est la première fois que d'anciens présidents interviennent de cette manière dans le débat public, car ils estiment que l'Amérique est en danger. C'est dire le niveau de tension. Oui, deux anciens présidents qui appellent à réagir face à ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la démocratie. Il y a d'abord eu Barack Obama, qui est généralement plutôt sur la réserve, pour qui, je cite, le meurtre d'Alex Pretty devrait être un avertissement pour tous les Américains. Et puis, on a ensuite entendu Bill Clinton prendre la parole à son tour, qui appelle les Américains à se lever et à s'exprimer. On sent la grogne qui monte ici aux États-Unis entre les manifestations, les prises de parole, les critiques de l'opposition et puis, c'est plus rare, l'inquiétude exprimée par les républicains dans le camp même de Donald Trump. Donald Trump qui persistait hier à considérer que le meurtre d'Alex Pretty était dû au chaos que faisaient régner les démocrates qui dirigent la ville de Minneapolis. Mais c'est un petit peu plus rare. On a vu aussi dans une interview qu'il a donnée au Wall Street Journal qu'il restait pour une fois sur la réserve. Il a dit que la Maison-Blanche était en train de revoir les éléments de l'affaire. Donald Trump sent peut-être qu'il est en train de perdre l'opinion publique sur ce sujet. À titre d'exemple, il y a un récent sondage qui est sorti qui dit qu'en matière de politique migratoire, les Américains soutiennent de moins en moins la politique de Donald Trump. Le taux d'approbation est passé de 53% à moins de 40% ces 6 derniers mois. Merci beaucoup Justine Jankowski, notre correspondante pour TF1 LCI depuis Washington. Très intéressant ce que nous disait Justine sur la perception de la présidence Trump par l'opinion publique. Valérie Nataf, est-ce qu'il y a deux Amériques qui sont en train de se faire face et on ne sait pas jusqu'où ce face-à-face ira ? Alors, je ne sais pas s'il y a deux Amériques qui se font face. On le sait, c'est une nation très divisée. Chaque élection voit se mettre en place des polarisations de plus en plus importantes. Ce qu'on voit, c'est que quand même, l'opinion publique qui a élu triomphalement Donald Trump, il est au pouvoir depuis 1 an maintenant, et peu à peu, le soutien de l'opinion publique lui fait défaut. Pas majoritairement, mais sur 2 des points qui ont constitué l'essentiel de sa campagne, les droits de douane garantissant une forme de pouvoir d'achat, disait-il, et la lutte contre l'immigration, le soutien s'amenuise peu à peu et on voit des lignes de fracture à l'intérieur même du pouvoir à la Maison-Blanche. On sait que par exemple sa très influente Susie Wiles, la chef de staff, chief of staff, je ne sais pas comment on dit, directrice de cabinet, c'est elle qui a eu constamment les élus du Minnesota au téléphone, sans doute pour tenter d'apaiser les choses. Et l'interview de 5 minutes qu'a accordé Donald Trump au Wall Street Journal cette nuit indique qu'il a promis que les agents de l'ICE allaient, à une date encore indéterminée, bientôt quitter le Minnesota, ce qui prouve qu'il y a une forme de recul de Donald Trump sur ce qui est en train de se passer et qui risque effectivement
de polariser encore un peu plus, si c'est possible, les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat, dans cet effroi suscité par les images de cet homme qui a été tué au sol à bout portant par la police anti-immigration, 2 anciens présidents démocrates sont montés au créneau. Pour l'instant, on n'a pas entendu George W. Bush réagir. Il ne peut pas, à cause de l'Irak, il lui est très difficile de parler. Sa parole n'est pas entendue de la même manière que celle de Bill Clinton et de Barack Obama, même si je ne suis pas sûre que ce sont des autorités morales, mais le rapport, par exemple, de la vérité, le rapport à la vérité de Bill Clinton ne joue pas vraiment pour lui. Or, il dénonce les mensonges et Barack Obama est vilipendé par une grande partie de l'électorat MAGA. Mais, pardon, je reviens d'un mot, et j'arrête, après je vais laisser mes camarades parler. Le mensonge, ce qu'a dénoncé Bill Clinton, ce qu'ont dénoncé un certain nombre de personnalités démocrates, mais aussi les parents d'Alex Pretty, qui parlent de mensonges écœurants de la part de Donald Trump. Est-ce qu'on mesure ce que ça veut dire que ce mot, dans la psyché politique américaine, dire que quelqu'un ment, c'est le pire, la pire attaque qu'on puisse faire. Pour l'instant, l'administration Trump ne répond pas là-dessus. Mais ça va. On va voir la presse américaine, l'opinion américaine, tout d'un coup se demander si on lui ment, ça devient très très grave. Pardon, je ne veux pas le dire comme ça, mais presque plus grave que les faits que nous. Mais oui, bien sûr, le mensonge aux États-Unis, c'est terrible. Donald Trump, pour l'instant, n'a pas réagi. Il dit regarde, il étudie ce qui se passe. Il a accordé quelques mots à nos confrères de Washington Post. Regardons ce que dit Bill Clinton. Il dit il appartient à tous ceux d'entre nous qui croient en la promesse de la démocratie américaine de se lever, de s'exprimer. Depuis des semaines maintenant, c'est Barack Obama qui enchaîne. Les gens à travers le pays sont à juste titre indignés par le spectacle de recrues masquées de l'ICE, la police anti-immigration, et d'autres agents fédéraux agissant en toute impunité. Donald Trump et son administration se sont empressés de faire escalader la situation au lieu d'essayer d'imposer un semblant de discipline et de responsabilité sur les agents qu'ils ont déployés. Bertrand Galichet, est-ce qu'il y a un risque de dérive du pouvoir du président américain? Et c'est sur ce point que les 2 anciens présidents alertent. Cette dérive, on la constate déjà avec les exactions d'un certain nombre d'agents de l'ICE notamment. Bon, après, sans se prononcer sur cette affaire dont on ne connaît pas véritablement les tenants et les aboutissants, même si les images semblent quand même assez convaincantes et assez claires. Ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'effectivement, il y a cette question du rapport à la vérité qui a été très bien décrite. C'est un sujet majeur aux États-Unis et ça peut faire beaucoup de mal à Trump qui a beaucoup usé du mensonge au cours de sa carrière. Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier président. On évoquait tout à l'heure Bill Clinton qui ne s'est pas privé lui non plus de certains arrangements avec la vérité. Mais au-delà de ça et au-delà de ce sondage qui montre que les Américains n'approuvent moins en tout cas la politique de Trump sur l'immigration, je pense que c'est plus les méthodes qui sont visées. Parce que si on dézoome finalement, on a un peu tendance, je trouve, à simplifier cette affaire et à dire, au fond, il y a les pros et les anti-Trump, il y a les républicains et les démocrates, il y a ceux qui sont pour l'immigration, ceux qui sont contre l'immigration, etc. En fait, les Américains, s'ils ont élu Donald Trump effectivement assez massivement, comme ça vient d'être rappelé, c'est aussi parce qu'ils savent qu'il y a un sujet sur l'immigration et qu'ils veulent le contrôle de leurs frontières et ils veulent l'expulsion d'un certain nombre d'immigrés clandestins, notamment les fauteurs de troubles. Dans la communauté somalienne qui est au Minnesota, qui est la plus importante des États-Unis, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il y a un sujet qui a déclenché notamment cette intervention de l'ICE, qui est celui des fraudes sociales. Et on ne parle pas d'une petite fraude, on parle de 300 millions de dollars au bas mot qui auraient été attribués à des intermédiaires somaliens pour financer des repas pour des enfants qui n'en ont jamais vu la couleur. Donc ça choque aussi les Américains et ça explique qu'il y a 4000 Somaliens, d'après ce que dit l'administration Trump, qui doivent être expulsés d'ici le 17 mars. Ça justifie une opération
massive, ça ne justifie pas du tout naturellement les méthodes auxquelles on vient d'assister. Mais ce que je veux dire, c'est que probablement il y a dans la conscience des Américains le fait que le sujet de l'immigration, au-delà de tous les immigrés qui sont très utiles et même indispensables à l'économie américaine, ce sujet de l'immigration, il n'est pas complètement évacué par les dérives et par les scandales qui touchent les méthodes utilisées par Trump. Mais Thomas Friand, certes, Donald Trump, il a reçu mandat aussi pour s'occuper de l'immigration, mais c'est pas ce qui se passe. Il est en train de fixer des objectifs un peu irréalistes à une police de l'immigration qui est sous pression, avec des agents mal formés, comme nous le rappelait le colonel, et avec cette bavure, ce meurtre qui s'est déroulé sous nos yeux. Donc est-ce que finalement Donald Trump ne devient pas un ingénieur du chaos plutôt que quelqu'un qui fait régner l'ordre ? Il l'a toujours été, confère l'excellent livre de Régis Jantet sur les origines politiques de Trump et ses liens avec la Russie dans les années 80. Donc ingénieur du chaos, l'affirmation est bien choisie. Et ingénieur du chaos, pourquoi ? Parce que oui, il a reçu un mandat très clair du peuple américain, c'est indéniable, mais il a reçu le mandat d'America First, pas d'America Alone, ou en tout cas pas d'America Brutale. Il a reçu le mandat pour une reconquête industrielle, pas pour une guerre commerciale complètement contre-productive pour les intérêts américains. Encore moins pour la guerre monétaire qu'il est en train de profiler pour le printemps. Il a reçu mandat pour rétablir une maîtrise des flux migratoires et certainement pas pour donner mandat politique, parce que je ne crois pas trop à la théorie de la formation dans ce cas d'espèce, mandat politique blanc-seing à une sorte de milice qui, à nouveau, à qui il a demandé de pratiquer des rafles, de tuer des citoyens américains. Donc oui, il y a un ingénieur du chaos au sens où l'interprétation trumpienne de la vague MAGA va beaucoup plus loin. C'est une déferlante qui dépasse toutes les lignes rouges constitutionnelles qui ont été fixées aux États-Unis. Il faut s'interroger pourquoi. Pourquoi le Minnesota ? On a vu Tim Walz, l'ancien colistier de Kamala Harris. Vous avez rappelé les enjeux de fraude qui sont importants. Donc il a choisi cet État, aussi politiquement, dans le discours, pas dans les faits des opérations de police, mais il a choisi cet État pour passer de la polarisation à l'hyperinflammation américaine. Et ce passage d'un État à un autre de la psyché politique américaine répond à un besoin qu'il a clairement nommé, son désir d'avoir recours à l'Insurrection Act, c'est-à-dire sa capacité à déployer au plan intérieur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure mon colonel, des opérations militaires. Et à nouveau, quand les présidents américains Clinton et Obama disent avertissement, ligne rouge aux Américains, mais la même chose aux Européens. Qu'est-ce que nous, Européens, au lieu de commenter la situation, faisons de cette dérive fascisante américaine ? Il y a 3 questions à se poser, je serai très bref. La première, c'est comment est-ce qu'on peut encore compter sur nos interlocuteurs du Parti démocrate américain, du Parti républicain américain, quand le Parti républicain américain est aussi faible à défendre la République américaine ? Première question. Deuxième question, comment remettre ces faits-là dans le contexte de la relation transatlantique ? Très simplement, l'Alliance Atlantique, c'est 2 piliers. Un pilier politique, un pilier militaire. Le pilier politique s'effondre sous nos yeux chaque jour un peu plus bas. Est-ce qu'on conscientise le fait qu'en s'effondrant, le pilier politique de l'Alliance Atlantique emporte avec lui le pilier militaire ? La question est largement ouverte et les réponses devraient être un peu plus tranchantes. Et troisième question importante pour nous, les Européens, je m'arrêterai là, c'est Trump a théorisé, il l'a dit très clairement dans sa stratégie de sécurité nationale dont on voit les rebondissements, qu'il voulait exporter cela chez nous. Il veut l'exporter, il l'a dit. Et pour ce faire, il passera par les partis patriotes, je mets des grands guillemets, européens. Alors, la question, c'est évidemment la réaction des opinions publiques américaines, mais également la réaction des opinions publiques européennes. Parce que si nous nous laissons importer chez nous ce genre de dérive fascisante, le problème n'est plus américain, il est aussi largement européen. Colonel Pierre de Jong. Alors, le mot fascisante est un peu trop fort. Je ne le prends pas tel quel parce que c'est vrai qu'on l'utilise à toutes les sauces et je pense qu'on va un peu vite. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a une brutalité qui se révèle parce qu'au-delà des deux décès de ces 15 derniers jours, il y a un petit garçon qui a été enfermé qui avait 5 ans, une petite fille de 2 ans, etc. Donc c'est vrai, il y a des choses inadmissibles et tous les pères et mères de famille au monde et aux États-Unis, j'imagine, se rebellent contre ce comportement. Le deuxième point, c'est que je pense pas qu'il y ait une vraie stratégie de violence. Je pense que la politique que Trump mène est violente en elle-même, mais je pense pas que c'est délibéré. Je pense pas qu'il ait donné l'ordre de tir. En tout cas, que le système administratif ou de commandement ait donné l'ordre de tir. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, l'emploi des armes est un emploi totalement libéré.
totalement logique et naturel. Donc c'est tout le problème. Donc ce rapport aux armes fait que le gars il est dans la rue, il y a 3 gars et on tire dans le tas. Alors vous vous rendez compte, ils l'ont comme tué avec 10 balles. Pourquoi tirer 10 fois sur un homme qui est déjà à terre? Ça n'a aucun sens. En fait, c'est une espèce de violence naturelle. Et encore, il a de la chance de ne pas se faire pendre à un arbre comme ça se passait dans le temps. Donc c'est vrai que cet emploi de la violence est un emploi, je dirais, presque je dirais, singulier des États-Unis. Et rappelons-nous également les affaires du Capitole, espèce de déferlement de violence qui s'est mis en place. Donc c'est vrai que c'est pas comme chez nous. Donc, c'est vrai que l'Amérique nous a déjà montré ce dont elle pouvait être capable. Ouais. Et les images du Capitole, on les a déjà tous en tête. Ouais. Où ils sont entrés avec ces parlementaires, ces députés qui essayaient de se cacher dans les couloirs du Capitole. Bertrand Kaliché, je voyais réagir. Oui, sur la question de l'emploi des armes, je voudrais souligner un paradoxe quand même. C'est que une grande partie de l'opinion américaine ou des militants qui se sont révoltés, sans doute à juste titre, contre ce qui est arrivé à Minneapolis, arguent désormais du droit des citoyens américains à porter des armes, puisque c'était le cas de Alex Pretty. Et dans les arguments qui sont développés, il y a effectivement cette référence au 2e amendement de la Constitution, alors que d'une manière générale, quand même, la gauche américaine, qui aujourd'hui finalement défend cet amendement, était quand même pas véritablement la meilleure avocate de la National Rifle Association ou du droit à porter des armes en général, et était au contraire plutôt dans l'idée de limiter l'emploi des armes, en tout cas le droit à porter des armes. Donc vous voyez à quel point finalement la tension crée des paradoxes en termes de positionnement politique, et je trouve ça quand même assez intéressant à souligner à ce moment-là. Que ce soit dans son pays ou à l'étranger, Donald Trump est-il en pleine entreprise de déstabilisation? La question, elle se pose également alors que le Pentagone vient de dévoiler sa nouvelle stratégie de défense. Le document est sans appel. Les États-Unis annoncent vouloir limiter leur soutien à leurs alliés à l'essentiel pour se concentrer sur la sécurité intérieure et l'Amérique latine. Nos alliés et partenaires assumeront la responsabilité de leur propre défense, peut-on lire dans ce document. La Russie n'est plus considérée comme un ennemi et la Chine n'est plus une priorité. Valérie Nataf, est-ce que les alliés d'hier vont devenir les ennemis de demain? Ennemis, je ne sais pas, mais en tout cas, chacun va sur sa route, chacun sur son chemin. On comprend bien. Je ne suis pas très étonnée de la teneur de ce document qui a été publié par le Pentagone. D'abord, ça reprend la doctrine de défense nationale qui avait été dévoilée par la Maison-Blanche. Et on voit bien que que Vladimir Poutine ne soit plus considéré comme un ennemi prioritaire, que les alliés doivent se débrouiller avec leurs questions pour que la puissance américaine puisse se concentrer sur son précaré, ce que Trump appelle son hémisphère occidental, c'est-à-dire toutes les Amériques, de l'Alaska, voire le Groenland, jusqu'à Ushuaia. On l'a vu. Ce qui est étonnant, c'est que ce document paraît au moment même où Donald Trump envoie je ne sais combien de navires, combien d'avions, l'armada, comme l'on dit, avec un sous-entendu historique qui n'est pas le plus flatteur. On voit cette armada vers l'Iran, ou en tout cas à la proximité de l'Iran. On l'a vu au Venezuela, on a vu ce qui s'est passé avec le Groenland. Donc, je m'étonne de cette doctrine de défense qui est, d'une certaine manière, totalement battue en brèche par qui? Donald Trump lui-même. Donc, qui vivra verra, surtout avec Donald Trump. Colonel. La doctrine, c'est très important aux États-Unis parce que les Américains ont beaucoup de défauts, mais ils ont aussi beaucoup de qualités. Ils en ont 2. Dans le domaine militaire, la première c'est la logistique et la deuxième c'est la planification. C'est-à-dire que le fait que ce soit écrit comme ça, les états-majors américains vont planifier, vont injecter de l'argent, vont acheter de l'armement qui va être dédié à ces missions. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ils sont évidemment en phase avec ce que dit Trump, et on voit bien qu'encore une fois, la sécurité intérieure, c'est le 6e front des États-Unis, en tout cas de Trump, et c'est vrai que c'est là qu'il va faire effort. Pourquoi? Parce que c'est pas la politique internationale qui va lui ramener des voix. Ce qui ramène des voix dans les futures élections de mid-term de la fin de l'année, c'est ce qui se passe dans le pays. Donc il va faire un énorme effort dans les mois qui viennent sur cette affaire-là. Le problème, c'est qu'il est pris
dans le domaine international, je prends l'Ukraine par exemple, il est pris à son propre jeu. À force de se mêler de tout et de rien, en voulant gérer le problème de l'Ukraine, gérer le problème de l'Iran, etc., en fait, il est pris dans une mécanique générale. Mais quand on regarde bien, en fait, il ne prend pas de risques. Ses troupes ne débarquent jamais au sol. Il va tirer, regardez la guerre contre l'Iran des 12 jours, il a tiré quelques bombes sur les installations nucléaires. Regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Il a utilisé un matériel sonore. Vous savez qu'il y a un truc acoustique qui fait que c'est ça qui a déstabilisé tout le système. C'est l'arme secrète. Exactement. Donc on voit qu'en fait, il pratique une espèce de... Alors, dans le déclaratoire, on voit une armada, mais dans la réalité de l'action sur le terrain, en fait, elles sont extrêmement précises. Et il prend aucun risque. Il envoie quelques missiles, il détruit 2-3 bricoles. C'est pour ça que je ne crois pas à une action militaire offensive en Iran, il gesticule. Tout ça, ça rentre dans le cadre. Encore une fois, on revient sur la doctrine que vous évoquiez à l'instant. 1, le marché intérieur, 2, le marché régional. Parce qu'il croit fondamentalement, et ça c'est le cœur de Trump, il croit fondamentalement à la répartition des rôles. Premier rôle, c'est le sien sur le continent américain. Le deuxième rôle, c'est les Chinois. On les laisse faire, ils ne parlent plus de Taïwan, on les laisse faire en mer de Chine et sur les détroit de Malacca. Et le troisième point, malheureusement pour nous, il nous a très concrètement, je pense, pas abandonné, en tout cas il nous a délaissés. Parce que lorsqu'on dit que l'OTAN n'est pas l'outil majeur et que les Américains ne vont pas s'engager plus que ça dans l'OTAN, c'est notre garantie, notre sécurité. Ça fait 50 ans, si vous voulez, où les Européens, on est tranquillement installés sous le parapluie américain et d'un coup, plac, le parapluie vient de se fermer. C'est fini. Écoutons justement, c'est ce que disait depuis Davos le président américain qui annonçait déjà la couleur, si je puis dire, avant la publication de ce document du Pentagone. Alors qu'avons-nous retiré de l'OTAN ? Rien. Si ce n'est que nous avons protégé l'Europe contre l'Union soviétique et la Russie, mais nous n'avons rien reçu en retour. Alors que nous avons payé pour l'OTAN pendant de nombreuses années. Et à mon sens, nous avons couvert les frais, nous avons payé pour 100% l'OTAN parce que personne ne voulait s'acquitter des factures. Les alliés d'hier vont devoir se débrouiller seuls. C'est ce qu'il nous dit. Le renversement d'alliance est sous nos yeux. Quand on entend le président des États-Unis, qu'est-ce que nous avons retiré le temps, c'est qu'il cherche un rendement, un retour sur investissement. Ce qui nous montre, il nous explique pourquoi il ne veut pas quitter l'OTAN. Pour pratiquer la prédation économique qui est sa doctrine de politique étrangère, il préfère rester dans l'OTAN pour s'en faire une chape de plomb, une chasse gardée, plutôt qu'un parapluie donné gratuitement, et en même temps en profiter pour redessiner l'ordre international, puisque c'est ça dont il est question dans cette stratégie de défense, comme dans la stratégie de sécurité nationale qui était publiée début décembre, où on voit se dessiner un moment Yalta, c'est-à-dire une reconfiguration de l'ordre international, confère son Conseil mondial de la paix, avec, pour comparaison historique un peu douteuse, mais il y a quelque chose d'autre en sous-jacent, le troc entre la Chine, la Russie et les États-Unis sur le Groenland, Taïwan et l'Ukraine. Et ce moment Yalta-là, on le vit sous nos yeux, et ce n'est pas un moment de refondation de l'OTAN, c'est un moment de transformation de l'OTAN en un pacte de Varsovie.